Bonjour messieurs, dames. Alors, vous devez... Bonjour messieurs, dames. Alors je vais aller très vite. J'attends que l'on voit le diaporama. Voilà. La première conséquence des eaux de surface qui se réchauffent, c'est qu'elles s'appauvrissent en oxygène. La deuxième conséquence, c'est que le gaz carbonique que nous produisons, il se mélange à l'eau et donne de l'acide carbonique qui va acidifier les océans. La troisième, elle est plus compliquée à comprendre, ça concerne les échanges. Les vents de surface arrivent à pousser les eaux marines en surface et en faisant cela, elles aspirent littéralement les eaux de profondeur qui, parce qu'elles sont chargées de nutriments qui sont tombés au fond de la mer par la gravité, tout simplement, vont remettre ces nutriments dans le cycle de la vie. Ce sont les échanges à la base de tout ce qui se passe dans les océans. Ici, c'est un exemple d'un poêle côtier. Et bien, pour des raisons liées à la différence de température qui devient trop importante entre la surface et le fond, ces échanges sont en train de diminuer de façon dramatique. Alors, des eaux plus chaudes, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord les coraux qui blanchissent. On l'a tous vu, il y a déjà plus d'une génération. Mais c'est aussi un inconfort pour les poissons parce que ce sont des animaux à sang froid. Donc, ils vont rechercher à retrouver leur température d'équilibre plus fraîche. Et on va assister à un glissement des poissons vers le nord. On assiste à un appauvrissement des eaux tropicales, c'est déjà observé depuis très longtemps. Et dans nos eaux tempérées du golfe de Gascogne, on va avoir arrivé tout un tas d'espèces, en commençant par voir des mollusques qui, évidemment, profitent des eaux de ballast, donc ce sont les espèces invasives. Et plus près du réchauffement climatique, ce sont par exemple des copépodes qui étaient inféodés au Maroc et maintenant qui sont observés dans la Manche. Vous voyez, ça fait des milliers de kilomètres de déplacement. Vous savez qu'on a aussi décrit la ciguatera autour de Malte et que cet été, des personnes ont été incommodées sur le Pays Basque avec Ostreopsis ovata. Concernant les poissons, les exemples sont innombrables. Je vais en retenir que quelques-uns. C'est la liche-bloc qui, depuis une dizaine d'années, envahit le golfe de Gascogne. C'est un petit arangidé. Ensuite, on va parler du marlin. Ici, c'est un rayé. Il y a aussi les marlins blancs. Il y a des mérous blancs qui arrivent. Vous avez la coryphène, on va signaler qu'il y a des coryphènes à vendre récemment à l'Intermarché de Pau. Et le tarpon, typiquement tropical, il se pêche maintenant de façon encore anecdotique, mais on en trouve dans le golfe de Gascogne. Les poissons ballons, les tétraodons, qui sont venimeux. Et venimeux, c'est le poisson-pierre sur lequel il ne faut pas mettre le pied dessus. Les requins, notamment le grand requin marteau, qui arrive dans nos eaux. Et de façon, l'exemple le plus extraordinaire, c'est celui de thon banane que j'ai pêché autour de l'île de la Réunion quand j'étais jeune et qui maintenant a été signalé dans les eaux de Landes il y a 15 jours de façon certaine. Donc tout ça, c'est du concret, ça a été mesuré par les alliés d'Ifremer depuis 2 générations au minimum. On n'a pas de données plus anciennes parce que les données de la pêche, c'est un vrai problème. Mais vous voyez que c'est absolument net. Et on parle carrément de tropicalisation pour les eaux de la baie de Somme, de la mer du Nord, de la Manche, avec par exemple l'huître creuse qui se capte maintenant de façon commerciale en rade de Brest et qui devient une espèce invasive tout au nord parce qu'elle se colle partout. Les balanes, c'est des chapeaux chinois de nos enfances qui sont remplacés par des espèces carrément tropicales, de balanes tropicaux. Les vikings norvégiens qui n'avaient jamais vu de bar et de thon rouge, maintenant ils ont des pêcheries de bar et de thon rouge, depuis quelques années seulement. Les poissons de fond, ils vont chercher à aller plus profond pour chercher les eaux plus fraîches, ça a été démontré pour la plie, la sole. Et enfin, il y a des poissons qui décident de rester, mais c'est au prix d'une perte de poids. Ils ont beau, comme la sole, augmenter leur ventilation branchiale, ils ont beau modifier leur hémoglobine pour transporter de façon plus efficace l'oxygène vers leur tissu, on constate qu'il y a une diminution de poids et de taille de ces poissons dans le golfe de Gascogne. La différence à la surpêche est difficile à faire, c'est d'ailleurs un sujet sur lequel on en confie ceux qui font ces conclusions. Alors si je continue, il faut aussi dire qu'il y a des poissons qui profitent de l'aubaine pour remonter plus au nord. Donc ça a été démontré pour le merlu, et c'est une explication importante dans la restauration spectaculaire qu'on a réussi à faire pour ce poisson depuis les années 2010. C'est la dorade royale au Sissimé, la baudroie, des espèces très importantes comme les espèces pélagiques, qui donneraient l'exemple du maquereau en Islande et en Norvège, en posant des problèmes de répartition de quotas à l'Union européenne, évidemment. L'anchois, qui existait déjà en mer du Nord, mais qui maintenant profite de l'aubaine et se développe. Par contre, évidemment, les poissons qui étaient déjà confinés à des eaux très fraîches, comme la morue, eh bien, elles n'ont pas d'autre ressource que de voir leur territoire diminuer par le sud et se retrouver coincés vers les pôles. Ça concerne aussi les saumons, évidemment. Il y a 10 ans déjà, Philippe Curie avait dit, là il y a un problème technique, que les 2 tiers
des espèces qui vivent près du fond avaient déjà migré de plusieurs milliers de kilomètres vers le nord, ou bien qu'avaient migré en profondeur. Donc c'est un phénomène qui est très ancien maintenant. La deuxième conséquence, des eaux plus acides, ça met en danger tous les animaux qui comptent sur le calcaire pour le protéger. Donc il y a les coquilles des mollusques, il y a les végétaux calcifiés comme le maerle, et il y a aussi, on en a parlé tout à l'heure, les coccolithophores. Ce sont des algues unicellulaires qui se protègent avec un bouclier de calcaire que vous voyez ici, des formes très géométriques, là, et qui, au fur et à mesure que le pH diminue, voit sa structure s'effondrer. Et on ne sait pas très bien les conséquences que va avoir ce phénomène-là sur les océans, mais en tout cas, elle est absolument réelle. Troisième conséquence, la plus grave, les algues unicellulaires, qui ont ces formes souvent géométriques, mais pas toujours, sont aux océans ce que l'herbe est à la terre. C'est-à-dire que c'est la base de la production finale, de la chaîne alimentaire, en fait. C'est ce que vont brouter ensuite les herbivores et ensuite que ce seront mangés par les carnivores. Dans les océans, c'est pareil. Et donc, si on assiste à une baisse des échanges, on va enrayer cette machine de production. Et donc, du coup, au final, on va avoir une baisse de la biomasse globale des poissons dans le monde. Déjà en 1987, des auteurs avaient produit cette courbe qui est très inquiétante, qui montre la flèche rouge, la diminution de l'upwelling côtier que je vous ai parlé tout à l'heure, ce sont des mètres cubes secondes qui s'épuisent petit à petit. On est passé de 7 à droite progressivement vers 2. Et parallèlement, la taille des moules, vous pouvez espérer cultiver dans cette région, la flèche en bleu, s'effondre. Alors, les poissons ont toujours rôdé à la recherche de leur nourriture, et plus que jamais aujourd'hui, mais ils n'y arrivent plus. Ils ne trouvent plus assez à manger, et c'est comme ça que les adultes expliquent la baisse de poids et de taille des anchois et des maquereaux en Méditerranée et dans le golfe de Gascogne. Ça concerne aussi les sprates et les harengs plus au nord. Et ceci, vous savez, fait le lit, on pourra en parler en discussion tout à l'heure, du danger de la gélification des océans, c'est-à-dire la prolifération des méduses qui en profitent. L'huître creuse, elle est favorisée par des eaux plus chaudes, je l'ai dit tout à l'heure, mais par contre, elle voit sa nourriture principale, le squelettonema, qui diminue en quantité et en qualité. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. Par contre, le krill, qui est menacé, c'est des petites crevettes qui poussent sous l'épaule et qui est la nourriture de base des grands cétacés. En plus, on a la mauvaise idée de surexploiter, vient en manquer pour les grands cétacés, et vous savez que depuis 2 ou 3 ans, on assiste à une hécatombe de baleines grises dans le Pacifique qui s'échouent le long des côtes américaines, au nord et au sud, et elles sont mortes de faim, estomac vide et émaciées. Le GIEC a déjà observé la baisse de la production primaire dont on parle tout à l'heure, et vous voyez que depuis déjà plusieurs dizaines d'années, la courbe en noir est franchement ascendante, et que les estimations, les modélisations dont on parlait dans le tout à l'heure, elles sont vraiment glauques. Alors le GIEC, c'est un organisme scientifique, il reconnaît qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il ne peut pas répondre parce qu'il n'a pas assez de connaissances. Toutes les cases blanches qu'il a mises dans son bilan mondial, là, qui vient d'être publié au mois d'août, sont des cases où il ne sait pas dire ce qui va se passer. Par contre, toutes les cases en orange pour la mer, en vert pour les écosystèmes ou en bleu pour les hommes, ce sont à chaque fois des impacts péjoratifs. C'est la loi de la tartine beurrée. Il nous faut donc réagir, on est bien d'accord, mais moi aujourd'hui je suis là pour vous faire dire qu'il ne faut pas oublier de mettre tout sur le dos du réchauffement climatique, on a tendance à le faire évidemment, avec les médias. Notre responsabilité première, c'est nous qui avons guidé les océans, la surpêche, c'est très clair. En deuxième, la dégradation des habitats, et vous voyez en haut, dans un petit groupe de causes variées, le réchauffement climatique, les pollutions, les maladies, les espèces invasives, etc., qui ne tiennent comme responsabilité moins de 10%. Donc, évidemment, il nous faut arrêter d'émettre des gaz à effet de serre, c'est évident, c'est le bon sens. On a assez largement insisté là-dessus, mais il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis. Le carbone que nous avons pris du sol pour l'envoyer maintenant dans les airs, il faut le reprendre pour l'envoyer dans les sols ou dans les océans. Et ça, c'est notre paire de manches, évidemment. Il n'est en tout cas pas logique d'espérer planter des parcs éoliennes partout au ras des côtes qui vont continuer à abîmer les fonds marins et ajouter des mortalités d'oiseaux. Il n'est pas normal, à notre sens, de continuer à subventionner l'énergie hydraulique quand il s'agit de petits torrents en montagne qui vont produire des kilowatts anecdotiques. Il n'est pas normal d'espérer transformer nos chaînes, nos êtres naturels en combustible pour ce prétexte-là. Donc il ne faut pas faire le tout et son inverse. Sinon, on propose 4 pistes, il y en a beaucoup d'autres, concernant les océans, je me suis tenu à cela. La première, c'est quelque chose qui est très compliqué, mais c'est pour vous dire que l'objectif, le dogme de la Commission européenne, de la politique commune de la pêche, il est encore pas ce qu'il faut.
On l'a fixé il y a 10 ans, il s'appelle le rendement maximal durable. En réalité, le rendement maximal durable, c'est synonyme de crise économique que l'on cache avec des milliards d'euros de subventions, vous le savez. Et en réalité, pour la nature, ce n'est autre que ce qu'on appelle voilà, il n'a pas marché, c'est la surexploitation permanente. Et les scientifiques nous disent qu'il faut aller viser un autre point, le rendement économique optimal. J'ai quelques bugs sur la diapo, tant pis. C'est un rendement où les pêcheurs vont enfin faire les bénéfices individuellement, ce qui n'est pas trop tout, où les océans vont enfin se restaurer tout simplement parce qu'on va laisser le temps aux poissons de pousser, de grandir, et accessoirement où le contribuable paiera tout 2 fois le poisson, une fois chez le poissonnier et une autre fois sur sa feuille de route. Plus d'une minute. Alors, la deuxième grande idée, ce sont les aires marines protégées dont on vous rabâche les oreilles à tort et à travers. Sachez qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a une excellente occasion d'en faire une très efficace, parce que la bande côtière, c'est elle qui accueille toutes les larves produites par les géniteurs au large, et qui va... Alors là, j'ai un... Excusez-moi, mais la machine ne fonctionne pas. Pour vous dire, toutes ces larves vont dériver sur la côte, et c'est là que les petits poissons vont se développer pour faire les gros poissons de demain. C'est dire l'importance de cette zone, ça concerne 30% des espèces commerciales, et la côte atlantique, c'est pas fait pour planter des parasols dans le sable ou mettre des surfeurs dans l'eau, c'est pour faire la fonction de nourricerie pour 30% de ces espèces, c'est-à-dire 66% des débarquements. C'est aussi vrai côté américain qu'au côté européen. C'est-à-dire l'importance de cette zone que l'on maltraite, parce qu'on y pêche dedans sans limite, et c'est urgent de comprendre qu'il faut éloigner les filets de la côte. Pourquoi? Parce que ces filets ne sont pas capables d'épargner les petits poissons. La politique commune de la pêche capture, vend, et nous consommons des poissons juvéniles toute l'année. Le filet le plus grave, c'est certainement les chaluts. Donc vous savez qu'ils prennent trop de poissons, distinctement de la taille et des espèces. Ils abîment les fonds marins, c'est un euphémisme de le dire. C'est le métier le plus accidentogène pour les marins. Et ça abîme beaucoup d'oiseaux marins. Et enfin, le bilan de gaz à effet de serre, il est très mauvais. On ne devrait plus voir ces images, ici au large de Lacanau. On doit exclure les chaluts de la bande des 3000, c'est un des combats de l'association. Et nous devrions aussi prendre conscience, comme le disent les Laliotes, qu'il faut définitivement programmer la fin de cette technique de pêche, parce que non seulement elle a tous les inconvénients que je viens de citer, mais en plus, à force de gratter le fond de la mer, une équipe de scientifiques en début d'année, emmenée par Henrik Sala, a démontré que le bilan carbone du chalut de fond était à peu près équivalent à celui de l'aviation mondiale. Plus que 30 secondes. Merci. L'avant-dernière idée, c'est de diminuer notre appétit en poisson. Je vous rappelle qu'on n'est pas les champions du monde. Avec 35 kg par an, on consomme 3 ou 4 fois plus de la part équitable qui devra répartir à chaque individu sur Terre. Donc on est des mauvais élèves. Je pourrais évidemment en parler très longtemps. Et je voudrais, pour finir, tordre le cou à une dernière idée. C'est que le local, comme on voudrait nous faire croire la propagande des commerçants, n'est pas synonyme de durable. Surtout, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un poisson qui a été pêché par le chalut, vous le comprenez bien, a fortiori s'il a été pêché par un chalut dans les 3000, et puis aussi quand il s'agit d'espèces menacées, comme ici le saumon de la Dour, pour lequel nous avons interpellé Carrefour et qui a effectivement admis qu'ils allaient arrêter la commercialisation de ce poisson. Je vous remercie. Merci beaucoup.